Le matin du 19 mars 2026, le monde reçut une nouvelle qu'il n'avait jamais vraiment attendu entendre. Chuck Norris était parti. Non pas parce que personne ne savait qu'il vieillissait, non pas parce que les signes n'étaient pas là, mais parce que certaines figures existent tellement au-delà de la portée de la mortalité ordinaire que leur disparition ressemble moins à un adieu qu'à une impossibilité. Chuck Norris était l'une de ces figures. L'homme qui avait passé 6 décennies à faire croire au monde que rien ne pouvait l'abattre avait été abattu par le seul adversaire qu'aucun coup de pied circulaire ne peut arrêter. Il avait 86 ans. Il mourut entouré de sa famille, en paix, sur une île d'Hawaï. Ce même corps discipliné qui avait combattu Bruce Lee, entraîné Steve McQueen et porté l'idée de toute une génération de la robustesse américaine, finalement, silencieusement, s'immobilisant. En quelques heures, le silence se brisa. Sylvester Stallone publia depuis son téléphone des mots silencieux et lourds de respect. Jean-Claude Van Damme, l'homme qui avait autrefois joué son rival à l'écran, écrivit à propos d'une amitié qui avait commencé bien avant que les caméras ne tournent. Dolph Lundgren, qui avait grandi en regardant Chuck comme un idéal de ce que pouvait être un artiste martial et un homme, l'appela simplement « le champion ». Arnold Schwarzenegger, Priscilla Presley, la propre famille de Bruce Lee, des voix venues de toutes les décennies se joignirent dans un chœur de deuil qui balaya Hollywood jusqu'au Texas, de l'Oklahoma jusqu'à l'âme. Mais ce n'est pas seulement une histoire de mort, c'est l'histoire d'un garçon né dans la pauvreté dans l'Oklahoma rural qui devint l'artiste martial le plus redouté de la planète. Un homme calme et réservé qui surpassa tous ceux qui lui dirent qu'il n'avait pas sa place à Hollywood. Un croyant dont la foi n'était pas une marque, mais une colonne vertébrale. Un mari, un père, un mentor qui consacra autant de sa vie à élever des enfants dans des communautés en difficulté qu'à construire sa légende à l'écran. Les mèmes firent rire le monde, les films firent acclamer le monde. Mais l'homme derrière eux, Carlos Rey Norris, était quelque chose de bien plus rare. Il était réel. Et maintenant, tandis que les hommes qui se tenaient à ses côtés sur les plus grandes scènes du cinéma d'action cherchent les mots justes, nous commençons là où commencent toutes les jantes, non pas à la fin, mais au tout début. Il existe une ville dans le sud de l'Oklahoma appelée Ryan. Population, quelques centaines d'âmes, une poignée de chemins de terre et le genre de silence qui s'installe dans les os d'un enfant et ne le quitte jamais vraiment. C'est là que, le 10 mars 1940, Carlos Rey Norris vint au monde. Non pas dans le faste, non pas dans le privilège, mais avec le poids silencieux d'une famille déjà courbée sous la pression de la survie. Son père, Rey Norris, était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui rentra de la guerre en portant des blessures que personne ne pouvait voir. Mécanicien, chauffeur de bus, chauffeur de camion, un homme qui dérivait entre les emplois comme certains hommes dérivent entre les bouteilles. L'alcool était son ombre, et il le suivait dans chaque pièce, chaque dispute, chaque absence qui laissait sa jeune famille en proie à l'incertitude. Sa mère, Wilma, était tout le contraire, femme de fer, profondément croyante. Le genre de femme qui empêche une famille de se dissoudre par la seule force de sa dévotion. Elle tenait tout ensemble avec ses mains, tandis que son mari s'enfonçait toujours davantage. Carlos était l'aîné de 3 frères. Willand et Aaron le regardaient comme les jeunes frères regardent l'aîné, avec l'attente tacite que celui qui est venu le premier saurait d'une certaine façon trouver le chemin. Mais il n'existait pas de carte pour la vie qu'il menait, seulement l'endurance. Lorsque ses parents divorcèrent, la famille se fractura. Wilma rassembla ses fils et déménagea d'abord à Prairie Village au Kansas, puis finalement à Torrance en Californie, poursuivant la promesse silencieuse d'un nouveau départ sur la côte ouest. Carlos était adolescent à cette époque, timide et renfermé, le genre de garçon qui disparaît dans le décor d'une salle de classe et qu'on ramène rarement au premier plan. Il ne se distinguait pas, il n'était pas la voix la plus forte, le visage le plus populaire, ni la présence la plus assurée dans quelque pièce que ce soit. Il était, de son propre aveu ultérieur, un garçon qui se sentait invisible. Ce qu'il portait cependant n'était pas de la faiblesse, c'était de la patience et de la discipline, des qualités qui n'avaient pas encore trouvé leur exutoire, mais qui se construisaient silencieusement sous la surface. En 1958, à l'âge de 18 ans, Carlos Rey Norris s'engagea dans l'armée de l'air américaine. Ce n'était pas une décision dramatique, c'était une décision pratique, celle d'un jeune homme d'origine modeste qui avait besoin de direction et la trouva dans le service. Il fut stationné à la base aérienne d'Osan, en Corée du Sud, affecté comme policier de l'air. Et c'est là, de l'autre côté du monde, que sa vie changea à jamais. La Corée lui donna un nom. Ses camarades de service commencèrent à l'appeler Chuck,
Un surnom qui survivra à chaque film, chaque peinture de champion, chaque saison télévision qui suivra. Et la Corée lui offrit quelque chose de bien plus transformateur qu'un nom. Elle lui offrit le Tang Soo Do. Il découvrit cet art martial coréen presque par accident, regardant des locaux s'entraîner avec une concentration et une précision qui le figèrent sur place. Il y avait quelque chose dans la discipline de cet art, la quiétude avant le mouvement, la philosophie sous-jacente à la technique, qui toucha quelque chose de profond en lui, ce garçon silencieux de l'Oklahoma. Il commença à s'entraîner avec une intensité qui surprit même ses instructeurs. Heure après heure, durant des jours, il s'y appliqua entièrement. Lorsqu'il fut démobilisé de l'armée de l'air en 1962, avec le grade d'aviateur de première classe, Chuck Norris n'était plus invisible. Il avait trouvé la chose qui lui donnait le sentiment d'être, pour la première fois, entièrement présent. De retour en Californie, il ouvrit une école d'arts martiaux à Torrance. Ce fut un début modeste, un petit espace, une clientèle restreinte, un homme enseignant ce qu'il avait appris dans un pays que la plupart de ses voisins ne pouvaient pas trouver sur une carte. Il participa à des tournois, perdant ses premiers combats contre des adversaires comme Joe Louis et Allen Steen, absorbant les défaites avec le même sang-froid qui définirait plus tard sa présence à l'écran. Il ne se rebella pas contre ces défaites. Il les étudia, les décortiqua et retourna s'entraîner. En 1967, il avait remporté le circuit de tournoi de karaté, battant 7 adversaires consécutifs pour décrocher son premier titre majeur. De 1968 à 1974, il détint le championnat du monde professionnel de karaté poids moyen pendant 6 années invaincu. Une domination si totale qu'elle semblait moins un record sportif qu'une affirmation d'identité. En chemin, son école attira un cercle remarquable d'élèves. Steve McQueen, Priscilla Presley, les Osmond, Bob Barker, qui porteraient fièrement pendant des années les bleus des séances d'entraînement de Chuck comme un insigne d'honneur. Ce n'étaient pas seulement des célébrités inscrites dans un registre d'école, c'était le témoignage bouche à oreille que Chuck Norris était un authentique. Non pas un interprète d'arts martiaux, mais un praticien, dans le sens le plus profond du terme. Il n'était pas venu de l'argent, il n'était pas venu des relations, ou du privilège, ou d'un nom de famille qui ouvre des portes. Il était venu de Ryan, Oklahoma, d'un foyer brisé et d'un sens de la direction emprunté. Du silence d'un garçon qui ne savait pas encore de quoi il était capable, mais le tatami le lui avait dit, et maintenant, le monde commençait à l'écouter. La prochaine porte à s'ouvrir ne serait pas un dojo, ce serait un plateau de tournage, et derrière elle se tenait un homme nommé Bruce Lee. Il existe des rencontres qui changent la direction d'une vie, et puis il y a des rencontres qui changent la direction de tout un genre. La première fois que Chuck Norris et Bruce Lee se trouvèrent dans la même pièce, ils reconnurent l'un chez l'autre quelque chose que la plupart des gens autour d'eux ne pouvaient pas voir. Pas de rivalité, pas de compétition, une fraternité. Deux hommes qui s'étaient donnés si complètement à la discipline des arts martiaux que l'art était devenu inséparable de la personne. Ils commencèrent à s'entraîner ensemble au milieu des années 1960, combattant avec une intensité et un respect mutuel qui définiraient leur amitié jusqu'à la mort de Lee en 1973. Dans un monde rempli de gens qui pratiquaient les arts martiaux pour les spectateurs, ces deux hommes les vivaient. Ce fut Bruce Lee qui amena Chuck sur un plateau de tournage pour la première fois. En 1972, Lee invita son ami et partenaire d'entraînement à jouer le principal antagoniste dans La Fureur du Dragon, un face-à-face dans un colisée romain entre deux combattants au sommet absolu de leur capacité physique. La scène est encore étudiée aujourd'hui. Deux corps se mouvant avec une précision et une authenticité qu'aucun trucage de caméra ne pouvait produire, parce qu'aucun n'était nécessaire. Chuck Norris perdit ce combat à l'écran. Le film de Bruce Lee l'exigeait, mais Chuck Norris gagna quelque chose de bien plus précieux hors de lui. Le monde avait désormais vu son visage, ses mouvements, sa présence, et une personne dans le public avait vu quelque chose d'autre entièrement. Steve McQueen, acteur, icône et l'un des élèves d'arts martiaux les plus dévoués de Chuck, prit son instructeur à part après l'avoir vu à l'écran et lui dit quelque chose qui modifia le cours de leurs deux carrières. Il dit à Chuck que s'il appliquait à la comédie la même discipline qu'il avait donnée aux arts martiaux, il aurait peut-être une vraie chance. McQueen avait vu quelque chose dans le maintien de Chuck, dans son calme, dans la façon dont il occupait l'espace sans s'excuser, qui se traduisait puissamment à l'écran. Ce n'était pas de la flatterie, McQueen n'était pas un homme qui flattait, c'était une évaluation honnête d'un professionnel à un autre. Chuck prit le conseil au sérieux.
Il s'inscrit à des cours de comédie, aborda cet art avec la même dévotion méthodique qu'il avait apportée au Tang Soo Do et en 1977 décrocha le rôle principal dans Breaker Breaker, un film d'action à petit budget sur un chauffeur de camion à la recherche de son frère disparu dans une petite ville corrompue. Le film fut tourné en 11 jours. Il fit de l'argent et Hollywood, qui observait à distance prudente, commença à prêter attention. Good Guys Wear Black suivait en 1978 et devint un vrai succès. Puis vinrent À force de 1, L'Octogone, Un œil pour un œil et Lone Wolf McQuade en 1983, un film qui établit fermement le modèle que Chuck Norris porterait tout au long de la décennie. Le guerrier solitaire, l'homme de peu de mots et d'actions dévastatrices. La figure qui n'avait pas besoin d'une équipe, d'un plan ou d'un discours, seulement d'une cause valant la peine d'être défendue. Mais ce fut le partenariat avec Cannon Films qui transforma Chuck Norris d'un succès commercial en une institution culturelle. Cannon Films, dirigé par le duo de producteurs infatigables Menahem Golan et Yoram Globus, avait une compréhension simple et brillante de leur public, et ils savaient qu'une portion significative des spectateurs américains, au début des années 1980, avaient soif de quelque chose que Cannon pouvait leur donner. Des histoires de force, de détermination et de victoire américaine dans un monde qui avait récemment infligé au pays certains de ses chapitres les plus douloureux. Le Vietnam, la crise des otages en Iran, une identité nationale meurtrie et en quête de réconfort. Chuck Norris devint ce réconfort. Missing in Action arriva en 1984 et toucha une corde si profonde qu'il devint un phénomène. Le colonel James Braddock, armé d'un seul homme, prisonnier de guerre, un soldat qui refusait d'abandonner ses hommes. Ce n'était pas seulement un personnage, c'était un fantasme de rédemption nationale. Le film attira d'immenses audiences qui acclamaient non seulement Braddock, mais quelque chose de plus grand. L'idée que l'histoire n'était pas terminée, que le bonhomme, avec assez de conviction, pouvait réécrire une fin que l'histoire avait laissée inachevée. Les suites suivirent. Puis Code of Silence en 1985, sans doute le meilleur film pur de sa carrière, un thriller policier à Chicago qui obtint un vrai respect de la critique en plus de son succès commercial, puis Delta Force en 1986 avec Lee Marvin, qui amena le personnage à l'écran de Chuck dans le monde du contre-terrorisme avec une ampleur et un budget à la mesure de sa stature croissante. Entre 1984 et 1988, Chuck Norris apparut dans 8 films pour Cannon. 8 films en 4 ans. Le rythme était implacable, la production extraordinaire et l'empreinte culturelle immense. Ces films rapportèrent collectivement plus de 500 millions de dollars dans le monde entier, un chiffre qui le plaçait non seulement parmi les stars d'action de son époque, mais parmi les interprètes les plus fiables commercialement à Hollywood, quel que soit le genre. Pourtant, ce qui distinguait Chuck Norris des autres, des accents autrichiens et des répliques à effet, des détectives new-yorkais en gilet pare-balles et des super frics à la répartie facile, c'était quelque chose qui ne pouvait être fabriqué ni enseigné. L'authenticité. Quand Chuck Norris se battait à l'écran, le public savait que c'était réel. Non pas dans le sens où les balles étaient réelles, ou les bâtiments vraiment en feu, mais dans le sens où l'homme qui lançait ses coups de pied s'était réellement entraîné des milliers d'heures, avait réellement concouru au plus haut niveau, avait réellement fait face aux plus grands artistes martiaux de sa génération et avait tenu bon. Et la légende à l'écran était construite sur un fondement de réalisation authentique. Ce fondement la rendait inébranlable. Arnold Schwarzenegger avait le spectacle, Bruce Willis avait l'esprit, Steven Seagal avait la technique, mais Chuck Norris avait la crédibilité. La crédibilité silencieuse, sérieuse, profondément américaine d'un homme qui avait tout mérité sur le tatami, dans le dojo et à l'écran. À la fin des années 1980, ces films avaient rapporté plus de 500 millions de dollars dans le monde entier. Son nom était synonyme d'une sorte de robustesse dont la culture ne pouvait se rassasier. Et il ne faisait que commencer à découvrir le prochain chapitre qui le rendrait incroyablement encore plus aimé. Au début des années 1990, l'ère des films Cannon avait pris fin. Le studio s'effondra sous le poids de sa propre ambition et le paysage du cinéma d'action hollywoodien se transforma sous les pieds des hommes qui l'avaient défini. Schwarzenegger pivota vers l'autoparodie et la comédie, Willis s'enfonça davantage dans le territoire des franchises, et Chuck Norris, qui n'avait jamais été à l'aise avec le bruit de la célébrité de toute façon, prit une décision qui surprit presque tout le monde dans l'industrie. Il alla au Texas, non pas pour prendre sa retraite, non pas pour disparaître, mais pour construire quelque chose de différent.
une série télévisée enracinée dans les valeurs qu'il avait portées toute sa vie. Walker Texas Ranger fit ses débuts en 1993 sur CBS et ce qui commença comme un pari modeste devint l'une des séries d'action les plus longues et les plus regardées de l'histoire de la télévision américaine. Pendant 8 saisons et 200 épisodes, Walker Texas Ranger, artiste martial, homme de principe, débarquait dans les salons américains chaque samedi soir et y restait comme un ami de confiance. La série n'était pas une télévision sophistiquée sur les critères des critiques. Elle ne jouait pas sur l'ambiguïté morale ou la complexité narrative. Ce qu'elle offrait à la place était bien plus simple, et pour son public beaucoup plus précieux. Elle offrait de la clarté. Le bien et le mal étaient distinguables, la justice était réalisable, et l'homme qui la poursuivait était quelqu'un en qui on pouvait croire entièrement. Pour les dizaines de millions de spectateurs qui faisaient de Walker un rituel hebdomadaire, Chuck Norris ne jouait pas un personnage, il en confirmait un. La force tranquille, l'éthique inébranlable, la volonté d'agir là où d'autres hésitaient. Ce n'étaient pas des performances, c'étaient des prolongements d'un homme que ses costards et son équipe décrivaient systématiquement dans les mêmes termes. Humble, professionnel, gentil et absolument sans prétention. Judson Mills, qui jouait son partenaire Francis Gage dans la série, dirait plus tard que Chuck était l'un de ces rares individus qui correspondait exactement à l'icône qu'on avait fait de lui. Calme, humble, gentil, sage et doux. Un géant parmi les hommes qui, d'une certaine façon, vous mettait toujours parfaitement à l'aise. Ces mots n'étaient pas écrits pour un éloge funèbre. Ils venaient de la mémoire, d'années passées à ses côtés sur le plateau, à observer qui il était quand les caméras s'arrêtaient de tourner. Mais Chuck Norris construisait bien plus qu'un héritage télévisuel pendant ces années. Il construisait quelque chose qui survivrait à n'importe quel générique de film sur son curriculum vitae. En 1990, il fonda Kickstart Kids, une organisation à but non lucratif dédiée à l'introduction de la formation aux arts martiaux dans les collèges et lycées du Texas, ciblant les jeunes à risque dans des communautés où la direction était rare et le danger proche. La philosophie derrière cette initiative était la même qu'il avait soulevée en Corée du Sud des décennies plus tôt. La discipline n'est pas une punition, c'est un cadeau. Offrez à un jeune une pratique qui exige toute son attention, tout son effort et tout son engagement, et vous lui donnez l'architecture intérieure pour construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Au moment de sa mort, Kickstart Kids avait touché des dizaines de milliers d'enfants à travers l'État du Texas. Pas de caméra, pas de campagne promotionnelle, juste Chuck Norris faisant silencieusement ce en quoi il croyait, de la même façon qu'il avait toujours fait les choses. Sa foi traversait tout cela. Chuck Norris était un chrétien engagé et il en parlait sans embarras ni mise en scène. Il écrivit des livres à ce sujet. Il l'intégra dans les valeurs qu'il défendait publiquement et privément. Ce n'était pas un costume qu'il enfilait pour les publics conservateurs ou une marque qu'il déployait à des fins politiques. C'était le fondement de la façon dont il comprenait sa propre vie. La pauvreté dans laquelle il était né, la discipline qu'il avait trouvée, le succès qui lui avait été accordé et la responsabilité qui en découlait. Et puis, Internet le trouva. En 2005, une série de blagues commença à circuler en ligne sous le titre collectif de Chuck Norris Facts. La prémisse était simple et irrésistible, des affirmations hyperboliquement exagérées sur sa robustesse, délivrées avec un visage impassible et une absurdité croissante. Chuck Norris ne fait pas de pompe, il pousse la terre vers le bas. Chuck Norris a compté jusqu'à l'infini 2 fois. La mort a un jour vécu une expérience proche de Chuck Norris. Le phénomène balaya l'Internet naissant à une vitesse qui surprit tout le monde, y compris Chuck lui-même. Ce qui commença comme de l'humour de résidence universitaire devint un langage mondial de mythologie affectueuse. Les blagues n'étaient pas méchantes, elles n'étaient pas cruelles, elles étaient, à leur façon étrange, un hommage. La reconnaissance instinctive de la culture que cet homme particulier était devenu quelque chose au-delà de la célébrité. Il était devenu un symbole. La robustesse portait à un tel degré qu'elle bouclait la boucle pour devenir de la comédie. Chuck l'adopta. Il apparut dans des émissions de talk-show pour lire les blagues à voix haute avec un visage impassible et un regard pétillant. Il obtint une licence pour le phénomène, l'incorpora dans ses apparitions publiques et démontra ce faisant une conscience de soi que l'image de héros d'action au visage de marbre n'avait jamais vraiment supposée. L'homme pouvait rire de lui-même, profondément, sincèrement, sans avoir besoin de protéger la légende des rires. Ce que les mêmes firent finalement, ce qu'aucune campagne de marketing de studio n'aurait pu concevoir, fut de présenter Chuck Norris à une toute nouvelle génération.
Des adolescents qui n'avaient jamais vu Missing in Action partageaient ses blagues. Des étudiants qui étaient nés après la fin de Walker connaissaient son nom comme une référence instinctive à l'invincibilité. La légende, au lieu de s'effondrer avec le temps, avait été rafraîchie, préservée digitalement, rendue permanente. Il n'avait pas couru après l'immortalité, il avait simplement vécu d'une façon qui la rendait inévitable. Il existe un courage particulier qui n'a rien à voir avec des coups de pied circulaires ou des exploits héroïques sur un champ de bataille. Il est plus silencieux que cela, moins visible. C'est le courage d'un homme qui regarde les gens qu'il aime le plus commencer à disparaître un par un, et qui choisit de rester présent à travers chaque adieu. Chuck Norris connut ce courage intimement dans ces dernières années. Mais avant que les pertes n'arrivent, il y eut un dernier moment de tonnerre. En 2012, Sylvester Stallone l'appela avec une invitation qui ressemblait plus à une offre de film qu'à la réunion d'une génération. Les Expendables 2 rassemblaient la concentration la plus importante de légendes du cinéma d'action jamais réunies sur un seul écran. Stallone, Schwarzenegger, Willis, Statham, Jet Li, et maintenant, après 7 ans d'absence de l'écran, Chuck Norris. Il avait été largement absent d'Hollywood depuis la fin des années 1990, concentré sur son ranch au Texas, sa fondation, sa foi et sa famille. L'industrie était passée à autre chose sans lui, comme les industries le font toujours. Mais Stallone comprenait quelque chose que l'industrie oublie parfois, que certaines figures ne s'étiolent pas avec l'absence, elles accumulent de la gravité. Chuck arriva sur le plateau des Expendables 2 et la dynamique changea immédiatement. Des membres du casting qui avaient grandi en le regardant décrivirent la sensation de se tenir à ses côtés comme étonnamment saisissante. Non pas parce qu'il exigeait la révérence, mais parce qu'il irradiait une sorte d'autorité paisible qu'aucun succès au box-office ne peut fabriquer. Il était simplement l'homme qu'ils avaient toujours cru qu'il était. Sa scène dans le film devint l'un de ses moments les plus célébrés. Entrant seul et éliminant des ennemis avec une efficacité calme, délivrant une réplique qui faisait un clin d'œil à sa propre légende. C'était Chuck Norris à son plus conscient de lui-même et à son plus aimé. Le public rugit, les mêmes suivirent, et pendant un bref et lumineux instant, chaque décennie de sa carrière s'effondra en une seule scène de reconnaissance pure et joyeuse. Il retourna au Texas après le film, et à la vie qu'il avait construite avec sa femme Jenna O'Kelly, la femme qu'il avait épousée en 1998 et qui était devenue, selon tous ceux qui le connaissaient, le véritable centre de son monde. Jenna n'était pas une figure hollywoodienne, c'était une ancienne mannequin devenue partenaire dévouée, la mère de ses jumeaux, Danilai et Dakota, et la personne qui le comprenait de la façon dont seul quelqu'un qui a vécu aux côtés d'un homme pendant des décennies de vie tranquille peut le faire. Quand Jenna tomba gravement malade, Chuck Norris fit ce qu'il avait toujours fait quand quelque chose comptait. Il arrêta tout le reste et se consacra entièrement à elle. Il devint son principal défenseur, son protecteur le plus acharné, réduisant ses apparitions publiques à presque zéro et redirigeant toute la force de son attention vers son rétablissement. L'homme qui avait passé une carrière à incarner des héros indestructibles démontrait ces années à quoi ressemble la vraie force. Non pas devant des caméras, mais dans des couloirs d'hôpital, dans des chambres silencieuses, dans l'acte peu glamour et irremplaçable de simplement rester. Puis, les pertes commencèrent à arriver sous une autre forme. En 2024, sa mère Wilma s'éteignit. C'était la femme qui avait maintenu la famille ensemble à travers la pauvreté, le divorce et les déménagements. La présence au caractère de fer et profondément croyante qui avait donné à Chuck la résilience qu'il porta toute sa vie. Elle avait 103 ans. Le départ n'était pas inattendu, mais le chagrin était réel et complet. Chuck avait parlé de sa mère avec une déférence constante tout au long de sa vie. Elle était, dans le sens le plus profond, la première personne qui avait jamais cru en lui. En décembre 2025, un autre adieu. Diane Holchek, la première femme de Chuck, son amour de lycée à Torrance en Californie, la mère de ses fils, Mike et Eric, s'éteignit après une longue bataille contre la démence. Elle avait 84 ans. Chuck et Diane s'étaient mariés jeunes, lui à 18 ans, elle à 17 ans, juste au moment où il entrait dans l'armée de l'air. Leur mariage avait finalement pris fin, mais le lien entre eux en tant que coparents, en tant que personnes qui s'étaient connues depuis le tout début, ne se dissolut jamais entièrement. Sa mort ferma un chapitre qui remontait jusqu'au garçon d'Oklahoma qui n'avait pas encore trouvé sa direction. Le 10 mars 2026, Chuck Norris fêta ses 86 ans. Il marqua l'occasion de la façon dont il avait toujours marqué les étapes, non pas par la cérémonie ou le spectacle, mais par l'action.
Une vidéo apparut ce jour-là sur ses réseaux sociaux, le montrant en train de se battre avec un partenaire à Hawaï, se déplaçant avec une précision et une énergie qui défiaient toutes les expectatives de ce que 86 ans est censé représenter. Il sourit à la caméra ensuite et délivra la légende avec le timing d'un homme qui avait parfaite la blague pendant des décennies. « Je ne vieillis pas », écrivit-il. « Je monte de niveau. » 9 jours plus tard, il était parti. Le matin du 19 mars 2026, Chuck Norris subit une urgence médicale à Kauai, Hawaï. Il fut hospitalisé et des sources proches de lui rapportaient que dans ses premières heures, il était alerte, calme et de bonne humeur, plaisantant avec ceux qui l'entouraient, ne montrant aucun signe que la fin était proche. Le lendemain matin, sa famille confirma ce que le monde ne pouvait pas vraiment croire. La déclaration qu'ils ont publiée sur son compte Instagram était simple, directe et déchirante de la façon dont seuls les mots les plus simples peuvent l'être. C'est avec un cœur lourd que notre famille partage le décès soudain de notre bien-aimé Chuck Norris. Il était entouré de sa famille et était en paix. Pour le monde, il était un artiste martial, acteur et un symbole de force. Pour nous, il était un mari dévoué, un père et grand-père amoureux, un frère incroyable et le cœur de notre famille. Le cœur de notre famille. Non pas la légende, non pas l'icône, non pas le champion ou le Texas Ranger ou l'homme qui avait vaincu chaque adversaire que les films pouvaient inventer, le cœur de la famille. C'est ce qu'ils choisirent de dire en premier. Et dans ce choix, ils dirent au monde tout ce qu'il avait besoin de savoir sur qui Chuck Norris était réellement. Sous chaque titre que le monde lui avait donné, il s'entraînait 9 jours avant sa mort, il plaisantait devant une caméra, il vivait pleinement, physiquement, fidèlement, jusqu'au moment où il ne le fut plus. Certains hommes ralentissent et attendent la fin. Chuck Norris la rencontra à mi-chemin. Quand une légende meurt, le monde parle. Mais quand une légende meurt qui a passé toute sa vie à être véritablement, silencieusement, inhabituellement décente, les mots qui suivent ont un poids différent. Ce ne sont pas les déclarations soignées de publicistes gérant à récit, ce sont les réponses non filtrées de personnes qui le connaissaient vraiment, qui s'étaient entraînées à ses côtés, avaient combattu avec lui à l'écran et comprenaient de leur proximité de quoi l'homme derrière le mythe était vraiment fait. Le 20 mars 2026, ces mots commencèrent à arriver, et ils ne s'arrêtèrent pas. Sylvester Stallone fut le premier de sa génération à s'exprimer publiquement. L'homme qui avait construit la franchise Expendables spécifiquement pour réunir les titans du cinéma d'action, qui avait personnellement appelé Chuck et lui avait demandé de revenir à l'écran en 2012, il publia sur Instagram avec une photographie d'eux deux ensemble sur le plateau. 2 hommes dans la fleur de l'âge, côte à côte, le genre d'image qui efface le temps. Ces mots étaient brefs. Il ne cherchait pas la poésie ou la grandeur, il disait exactement ce qui devait être dit, dans la voix d'un homme qui signifiait chaque syllabe. J'ai passé un très bon moment à travailler avec Chuck. Il était tout américain à tous les égards, un grand homme, et mes condoléances à sa merveilleuse famille. Tout américain à tous les égards. Venant de Sylvester Stallone, un homme qui avait passé 5 décennies à construire et incarner le héros américain à l'écran, cette phrase n'était pas un cliché. C'était un verdict précis et personnel, la reconnaissance d'un artisan à un autre que Chuck Norris n'avait pas simplement joué une version de l'Amérique, il en avait vécu une. Le témoignage de Jean-Claude Van Damme arriva avec la tendresse particulière d'un homme qui avait connu Chuck non pas comme costard ou comme concurrent, mais comme ami depuis le début. Van Damme, le combattant belge qui avait construit sa propre légende hollywoodienne sur la vitesse, la souplesse et une grâce physique presque athlétique, avait croisé Chuck bien avant qu'il ne partage un cadre dans les Expendables 2. Leur monde était petit ces premières années. Les artistes martiaux sérieux qui trouvaient leur chemin vers Hollywood formaient une communauté liée par le respect mutuel et la discipline partagée. Chuck avait été une présence dans cette communauté bien avant que Van Damme n'y arrive, une référence, une preuve de ce qui était possible. Sur Instagram, Van Damme écrivit avec le cœur ouvert et la garde complètement baissée. Mes plus sincères condoléances pour le décès de mon ami Chuck Norris. Nous nous connaissions depuis mes débuts et j'ai toujours respecté l'homme qu'il était. Mon cœur et mes prières sont avec sa famille. Il ne sera jamais oublié. Il ne sera jamais oublié. 4 mots qui, dans tout autre contexte, pourraient sonner comme une formalité, mais venant de Jean-Claude Van Damme qui avait regardé Chuck Norris définir l'industrie même dans laquelle il avait passé sa propre vie à naviguer, sonnaient comme une promesse. Dolph Lundgren avait idolâtré Chuck Norris avant de l'avoir jamais rencontré. L'acteur et artiste martial suédois, un homme aux dons physiques extraordinaires et à la réussite académique authentique, titulaire d'un diplôme d'ingénieur chimiste, avait grandi en regardant Chuck de la façon dont un jeune combattant regarde quelqu'un qui a déjà gravi la montagne qu'il essaie encore de trouver.
Chuck représentait quelque chose de précis pour Lundgren, la preuve que la maîtrise des arts martiaux et la présence à l'écran pouvaient coexister sans compromis, qu'on n'avait pas à choisir entre être réel et être regardable. Quand ils partagèrent finalement l'écran dans les Expendables 2, quelque chose s'accomplit pour Lundgren, qu'il n'avait peut-être pas entièrement articulé jusqu'au moment où Chuck fut parti. Son hommage était le plus long des trois et le plus personnel. Chuck Norris est le champion. Depuis que j'étais un jeune artiste martial, et plus tard en me lançant dans le cinéma, j'ai toujours regardé vers lui comme un modèle, quelqu'un qui avait le respect, l'humilité et la force qu'il faut pour être un homme. Tu vas nous manquer, mon ami. Respect, humilité, force. 3 mots, 3 qualités que Dolph Lundgren avait regardé Chuck Norris incarner pendant des décennies, non pas dans des communiqués de presse ou des discours d'acceptation, mais dans la façon dont il se comportait dans des salles où personne ne filmait. Le champion l'appela Lundgren. Et c'est la star, non pas l'icône, le champion. Le mot d'un combattant reconnaissant un autre. Arnold Schwarzenegger, qui avait passé la majeure partie de 40 ans à exister en parallèle avec Chuck sur le paysage du cinéma d'action américain, se tourna vers la plateforme où tant de la légende de Chuck avait été réincarnée, Internet, et écrivit avec la franchise d'un homme qui comprend que certaines pertes requièrent un langage simple, « Chuck était une icône ». Je suis reconnaissant d'avoir pu travailler avec lui de multiples façons au fil des années, de la promotion du fitness au partage de l'écran ensemble. Il était un dur à cuire dans la vraie vie et à Hollywood. Sa légende sera avec nous pour toujours. Mes pensées sont avec sa famille. Un dur à cuire dans la vraie vie et à Hollywood. Venant d'Arnold Schwarzenegger, cette distinction comptait. Parce qu'Arnold savait, comme peu de gens pouvaient le savoir, la différence entre performer la dureté et la posséder. Chuck la possédait. Du tatami en Corée du Sud, au plateau de tournage de Canon jusqu'au ranch au Texas, où il s'entraîna jusqu'à ses 80 ans, la dureté n'avait jamais été un costume. Priscilla Presley, qui s'était assise dans le dojo de Chuck à Torrance au début des années 1970, apprenant de lui en tant que jeune femme naviguant nouvellement sa vie aux côtés de l'un des hommes les plus célèbres de la planète, écrivit avec la simplicité d'un deuil authentique. « Je suis tellement triste d'apprendre que mon instructeur de karaté et ami, Chuck Norris, est décédé. Il manquera pour toujours. Mon instructeur de karaté et ami. Non pas mon collègue, non pas ma célébrité consoeur. Son instructeur, son ami. » Les 2 mots qui définissaient la relation de Chuck Norris avec pratiquement toutes les personnes qui avaient passé du vrai temps en sa présence. Enseignant d'abord, compagnon toujours. La famille de Bruce Lee ne publia pas de longues déclarations, elle n'en avait pas besoin. Sur les réseaux sociaux, ils partagèrent une seule photographie. Chuck et Bruce, jeunes et vivants et souriants, 2 hommes au sommet absolu de ce que la condition physique humaine pouvait atteindre. Et en dessous, 3 mots. Repose en paix. Il existe des amitiés que le temps ne peut pas diminuer et que la mort ne peut pas mettre fin. L'amitié entre Chuck Norris et Bruce Lee fut forgée dans le langage privé de 2 combattants qui se comprenaient entièrement sur le tatami, dans la philosophie, dans la compréhension commune que les arts martiaux n'étaient jamais seulement une question de combat, c'était une question de devenir. Bruce Lee était parti depuis 1973. Maintenant, plus de 50 ans plus tard, sa famille se tenait au bord d'un autre adieu, envoyant Chuck vers le même silence avec la même dignité tranquille. Judson Mills, qui avait passé des années comme partenaire de Chuck sur le plateau de Walker Texas Ranger, qu'il avait observé jour après jour, saison après saison, dans les rythmes peu glamour d'une longue production télévisuelle, offrit peut-être le portrait le plus complet de tous. Chuck était l'un de ces rares individus qui était vraiment l'icône qu'on avait fait de lui. Calme, humble, gentil, sage et doux. Un géant parmi les hommes qui, d'une certaine façon, vous mettait toujours parfaitement à l'aise, comme s'il était juste l'un d'entre vous. Un vrai gentleman dans tous les sens du terme. Un héros américain. Un géant qui vous mettait à l'aise. C'est la chose la plus difficile à être. Les figures les plus puissantes dans n'importe quelle salle ont tendance à la remplir de leur pouvoir, consciemment ou non. Chuck Norris, selon chaque personne qui le connaissait dans la réalité quotidienne du travail et de l'amitié, faisait le contraire. Il rendait la salle plus petite, plus chaleureuse, plus navigable. Il vous donnait d'une certaine façon le sentiment que vous étiez exactement là où vous deviez être. Ce n'est pas une compétence qui peut être apprise dans un cours de comédie ou conçue par un attaché de presse. C'est une qualité de caractère. Et le caractère, comme Chuck Norris le démontra sur 8 décennies de vie, est le seul héritage qui perdure véritablement.
Les hommages continuèrent tout au long de la journée et jusque dans la nuit. Politiciens et combattants, auteurs et athlètes, fans qui avaient grandi avec ses films et adolescents qui ne le connaissaient qu'à travers des mèmes, tous cherchant la même vérité improbable. Que l'homme le plus robuste de la salle était aussi dans un sens le plus gentil. Chuck Norris ne construisit pas son héritage dans des salles de réunion ou des cérémonies de récompense. Il le construisit de la façon dont il avait toujours tout construit, silencieusement, régulièrement et avec tout le poids de sa conviction derrière chaque choix. Il le construisit dans un dojo de Torrance en Californie où un jeune garçon timide d'Oklahoma découvrit que la discipline pouvait transformer une vie. Il le construisit sur les tatamis de la base aérienne d'Osan en Corée du Sud où un jeune aviateur trouva quelque chose qui définirait chaque décennie qui suivrait. Il le construisit dans les cinémas à travers l'Amérique où millions de personnes ordinaires regardaient un homme qui ressemblait à quelqu'un qu'ils pourraient réellement connaître. Non pas un fantasme, non pas un mythe, mais un être humain ancré, sérieux, véritablement capable, vaincre chaque obstacle placé devant lui. Il le construisit dans les salles de classe et les gymnases du Texas, où Kickstart Kids offrit à des dizaines de milliers de jeunes le même cadeau que la Corée lui avait donné. Non pas la gloire, non pas l'argent, la discipline, la concentration, les outils intérieurs pour construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Il le construisit sur un ranch à l'extérieur de Houston, où il s'entraîna jusqu'à ses 80 ans, aima sa femme et ses enfants avec toute l'attention d'un homme qui comprenait que la présence est le cadeau le plus irremplaçable qu'une personne puisse offrir à une autre, et se réveilla chaque matin avec la foi qu'il avait portée de la pauvreté à la vocation et ne l'avait jamais abandonnée. Et il le construisit, improbablement et définitivement, dans le langage numérique d'une génération qu'il n'avait jamais cherché, à travers des blagues qui fait rire le monde et en riant, se souvint de son nom bien après que le générique de son dernier film se fut estompé. Carlos Ray Norris, né le 10 mars 1940 à Ryan, Oklahoma, décédé le 19 mars 2026 à Kauai, Hawaï, laissant derrière lui sa femme Jenna, ses fils Mike, Eric et Dakota, ses filles Danily et Dena, et un monde mesurément plus silencieux en son absence. Les mêmes disaient que Chuck Norris ne meurt pas, il décide simplement d'arrêter de se montrer. Pour une fois, la blague et la vérité sont la même chose. Il s'est montré chaque seul jour pendant 86 ans, sur le tatami, à l'écran, dans la communauté, dans la famille, dans la foi. Il s'est montré avec discipline et humilité et une force tranquille et inébranlable qu'aucune caméra ne pouvait pleinement capturer et qu'aucun avis de décès ne peut pleinement contenir. La légende n'a pas besoin d'un coup de pied circulaire pour survivre à ce qui vient ensuite. Elle n'a besoin que de ce qu'elle a toujours eu, la vérité de l'homme derrière elle. Repose en paix, Chuck. Les lumières sont encore allumées.